Le débat Lévis-Bellechasse 2011 est tenu grâce à la collaboration et à l'appui de Lemieux-Nollet, comptable agréé et syndic de faillite. Des comptables sur mesure pour maximiser le potentiel de votre entreprise et viser de nouveaux sommets. Pour plus d'informations, lemieunollet.ca. Passion FM est fière de vous présenter Débat Lévis-Bellechasse 2011 avec votre animateur Éric Gourde. Une occasion unique pour connaître les positions de vos candidats sur les enjeux qui vous touchent. Maintenant, place au débat et à votre animateur Éric Gourde. Alors, bon début de soirée, mesdames, messieurs. Bienvenue sur les ondes de Passion FM. Alors, mon nom est Éric Gourde et je vous souhaite la bienvenue au nom de mon collègue Normand Poulain à cette émission spéciale Débat Lévis-Bellechasse 2011, présentée sur les ondes de Passion FM. Alors, aujourd'hui, 3 des 5 candidats qui aspirent à vous représenter à la Chambre des communes vont se mesurer lors d'une joute oratoire. Dans un ordre qui a déjà été déterminé, les candidats disposeront de 2 minutes chacun pour s'exprimer sur les 5 thèmes que l'on a retenus, soit l'économie et les régions, l'environnement, l'agriculture, la forêt et le chantier naval d'Évis. Puis, après l'intervention de tous les candidats pour chaque thème, ces derniers disposeront de 2 minutes supplémentaires chacun pour commenter les propos d'un candidat, compléter leur intervention ou encore poser une question à un ou une adversaire. Et dans ce dernier cas, le temps comprendra à la fois la question et la réponse. Lorsque les 5 thèmes auront été débattus, les participants disposeront de 2 minutes chacun pour s'adresser à la population selon un ordre qui est déjà déterminé. Nous allons maintenant vous présenter nos candidats de ce soir, candidats et candidates. D'abord, dans un premier temps, il est candidat du Parti conservateur du Canada, M. Stephen Blaney. Bonsoir, M. Blaney. Bonsoir, M. Gourde. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Mme Danielle Maud de Gosselin est candidate du Bloc québécois. Bonjour, Mme Gosselin. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté notre invitation également. Et M. Francis Laforesterie, candidat du Parti libéral du Canada. Bonjour, monsieur. Bonsoir à tous. Alors, merci de nous avoir invités. Absolument, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous vous souhaitons bienvenue naturellement dans nos studios, un bon débat. Et sans plus tarder, mesdames, messieurs, nous débutons à l'instant avec le premier thème, l'économie et les régions. On dit que l'occupation du territoire est devenue au fil des ans un enjeu majeur pour le développement de nos régions. Pour occuper ce territoire et attirer ainsi davantage de gens, on ne peut passer à côté du développement économique et de la création d'emplois. Comme dans les grandes villes au Canada, les régions plus rurales ont le droit de revendiquer de la part de nos gouvernements les mêmes services, que ce soit, par exemple, le soutien aux infrastructures, l'aide aux petites entreprises et le soutien à l'emploi. La question que l'on adresse à notre candidate et à nos candidats, alors quels sont les éléments du programme de votre parti qui vont assurer le développement économique de nos régions? Le premier à répondre, ça a été déterminé par tirage au sort un peu plus tôt ce soir. C'est M. Stephen Blaney du Parti conservateur. M. Blaney. Merci, M. Gourde. Et je veux d'abord saluer les gens qui écoutent Passion FM et vous remercier pour nous donner l'opportunité de présenter notre vision dans le cadre de la présente campagne électorale. Nous venons de vivre la plus grave et la plus synchronisée des crises économiques depuis la Grande Dépression. Avec notre plan d'action économique, on peut dire chapeau. Ensemble, nous réussissons à traverser à travers cette période-là de turbulence avec des investissements qui ont protégé les gens de chez nous des pires effets de la récession mondiale. Près de 28 500 projets sont en cours, dont plusieurs ici, chez nous, dans Lévis-Bellechasse, les aides-chemins. Et également, nous avons soutenu l'emploi dans les collectivités, ce qui a permis de créer plus de 480 000 emplois à l'échelle du pays depuis juillet 2009. Et qu'est-ce que disent les experts, les gens qui nous regardent aller de l'extérieur? Le Canada est en tête de la croissance économique des pays du G7 au cours des années à venir. Et ça, c'est le Fonds monétaire international qui le dit et l'OCDE. Concrètement, dans notre comté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des emplois chez Prévocard, qui embauche présentement de Sainte-Claire. C'est des emplois chez IPL de Saint-Damien, avec son centre d'innovation technologique. C'est Technion à Lévis, dans le domaine de fabrication de meubles. C'est Leblanc Équipement, un chef de file dans la découpe de produits mondial pour les abattoirs. Alors, on a des chefs de file ici dans Bellechasse, les aides-chemins, dans le secteur manufacturier. On a également Rotobec à Sainte-Justine, qui produit présentement à un rythme très soutenu. Alors, nous avons des créateurs de richesses et qu'est-ce que nous leur proposons dans le cadre de la présente campagne électorale pour la présente campagne
campagne électorale? Bien, d'abord, c'est de soutenir la création, l'embauche de nouveaux employés. Et on a une mesure pour ça. C'est le crédit à l'embauche pour les petites entreprises, un crédit temporaire ponctuel pouvant atteindre 1 000 $ qui est applicable à l'augmentation des cotisations d'assurance-emploi. Ça va permettre de créer des emplois et ça va rejoindre près de 525 000 employeurs qui vont supporter les coûts de l'embauche. Également, on maintient une fiscalité compétitive. Nos entreprises se redressent. Ce n'est pas le temps de les étouffer avec des impôts. Le 2 minutes est passé. Alors, au tour maintenant de M. Francis Laforesterie du Parti libéral du Canada. M. Laforesterie. Bonjour à tous encore une fois. Écoutez, l'économie régionale, pour nous, c'est fondamental. On a une plateforme électorale qui prévoit, dans un premier temps, de soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation dans les secteurs champions du Canada. Un nouveau crédit d'impôt pour l'innovation et la productivité, qui assurera un crédit d'impôt de 15 % aux investisseurs qui placeront des capitaux dans des petites et jeunes entreprises du comté et qui seraient au stage de démarrage. On prévoit également un prolongement d'une mesure qui s'est révélée très populaire, le financement par action accréditive, qui sera étendu au bénéfice des jeunes entreprises. Cet avantage fiscal permettra à des entreprises à risque de transférer certaines déductions fiscales aux investisseurs, lesquels seront ainsi incités à placer leurs capitaux dans des entreprises canadiennes œuvrant dans des secteurs prometteurs où le Canada peut devenir un leader mondial. Sachez que pour avoir visité des entreprises, plus particulièrement dans le pôle autour d'IPL, que le besoin criant d'un soutien de l'État passe par des programmes qui sont à moyen et à long terme, et non pas par du saupoudrage. Je tiens à mentionner ce fait que les libéraux, eux, ont décidé d'investir dans l'avenir. Donc, d'investir dans les emplois de pointe et d'environnement. C'est ce qui nous distingue, à notre avis, des programmes conservateurs en particulier. Merci, M. Laforesterie. Au tour maintenant de Mme Danielle Maud-Gosselin. Elle est du Bloc québécois. Mme Gosselin, s'il vous plaît. Alors, merci effectivement de nous permettre de participer à ce débat. Alors, dans un premier temps, évidemment, Lévis-Bellechasse, les Etchemins, c'est vraiment la représentation du Québec. Un milieu très urbain, un milieu agricole, industriel et un secteur forestier relativement important. Quand on regarde ça, on dit effectivement, ça prend un ensemble de mesures adaptées à chacun des secteurs pour être capable de bien les soutenir. Je vous dirais aussi qu'il faut peut-être commencer par diminuer notre dépendance au pétrole parce que les prix sans cesse croissants du pétrole font en sorte que la production de nos biens, ça devient, on a un petit peu de misère en termes de compétitivité parce que ça a une incidence certaine sur les prix. Alors, et une façon de faire qui serait très intéressante, on en parlera en détail dans la forêt, c'est l'utilisation de la biomasse pour remplacer en partie le pétrole. On doit aussi s'assurer que les villages soient bien branchés avec l'Internet à large bande parce que maintenant, une partie importante de nos échanges passe via Internet. On veut aussi un vaste programme en termes de recherche et développement pour assurer de soutenir, parce qu'effectivement, l'économie ne passe plus que dans les secteurs traditionnels, mais on doit absolument diversifier notre économie, aller vers les secteurs de pointe dans les endroits où les pays asiatiques, notamment, ne peuvent pas encore nous compétitionner. Mais en même temps, il ne faut pas négliger la petite entreprise et le commerce de proximité. Et notamment en termes d'occupation du territoire, c'est majeur d'être capable de les soutenir et d'avoir des programmes financiers qui vont permettre de maintenir cette vie et ce développement à l'égard de nos diverses collectivités. Merci, Mme Gosselin. Alors, vous disposez chacune et chacun de 2 minutes pour compléter votre intervention. Vous pouvez commenter les propos d'un candidat également ou encore poser une question à un adversaire. Le premier 2 minutes est alloué à M. Blaney du Parti conservateur. Merci, M. Gourde. Alors, d'ici 2014, en Chaudière-Appalaches, c'est près de 38 500 emplois qui vont être à combler. Moi, je m'engage ce soir à travailler avec les intervenants régionaux
pour combler ces besoins-là en main-d'œuvre. Et j'ai identifié trois moyens de le faire. Premièrement, la formation chez les jeunes, formation technique dans nos centres. Deuxièmement, d'aider nos travailleurs, par exemple, qui se recyclent de 55 ans et plus, à retourner sur le marché du travail. On a des exemples concrets ici à Lac-et-Chemin. Et également, c'est d'intégrer, et j'insiste bien sur le mot intégrer des nouveaux travailleurs qui arrivent de l'extérieur de la région ou d'ailleurs pour venir aider nos entreprises à combler leurs besoins de main-d'œuvre. Mais il y a une chose qui m'étonne ce soir, c'est qu'on parle de secteur manufacturier et il y a deux mesures dans lesquelles les partis d'opposition se sont opposés. Je pense entre autres à notre plan d'action économique qui est venu en aide à une entreprise de chez nous, c'est Laforo, à Sainte-Claire. Il y a près d'1 an et demi de cela, l'entreprise connaissait des difficultés importantes. Elle était au ralenti et elle a bénéficié du programme de temps partagé. Elle a pu ainsi faire en sorte qu'avec une équipe réduite de 50 personnes, une usine qui fonctionnait de 2 à 3 jours semaine, complétée avec la prolongation du programme d'assurance-emploi qui a été mis en œuvre par le plan d'action économique. Le résultat aujourd'hui, c'est que Laforo est maintenant avec 100 employés. Je suis passé aujourd'hui, l'usine est en train de compléter un investissement de 2 millions de dollars dans lequel Développement économique Canada a consenti un prêt remboursable de 330 000 dollars. Alors ça, c'est un exemple concret de l'impact positif du plan d'action économique ici dans Sainte-Claire, dans Bellechasse et les Aides-Chemins. Et je me demande pourquoi les partis d'opposition ont refusé d'appuyer ce plan d'action économique-là, abandonnant ici une entreprise qui aurait eu un besoin. Et moi, je suis fier, comme député sortant, de dire je me suis levé debout en Chambre pour soutenir cette entreprise-là qui avait besoin de ses politiciens. Et aujourd'hui, c'est des emplois, c'est des composantes qui sont fabriquées pour la Chevrolet Volt, pour le secteur ferroviaire. Et oui, on est en route pour garder le cap. Denis, merci beaucoup. Monsieur Laforesterie, du Parti libéral du Canada, vous avez maintenant 2 minutes. Vous avez le choix. Soit vous complétez votre intervention, vous commentez les propos de quelqu'un ou vous posez une question à un adversaire. Allez-y. Monsieur Blaney, juste un petit point sur ce que vous venez de dire, c'est que vous sortez hors contexte d'une situation ou d'une mesure qui aurait été votée au Parlement. Nous sommes aujourd'hui candidats, tous candidats à point égal. Nous avons des projets, nous avons des plateformes, et c'est cela qu'il faut défendre pour l'avenir. Chacun d'entre nous sommes ici pour défendre les emplois, que ce soit dans la foresterie, que ce soit dans l'agriculture. Je sais, pour y avoir été un agriculteur, avoir vécu sur une terre, les objectifs sont les mêmes, mais on a des méthodes différentes pour y atteindre. Entre autres, notre approche vis-à-vis des petites entreprises, la manière de les aider, l'incitatif d'embauche des jeunes, un rabais de cotisation de l'assurance-emploi de 100% pour chaque jeune Canadien embauché. C'est écrit noir sur blanc dans notre plateforme. Le crédit d'impôt pour l'innovation et la productivité et le prolongement du financement par actions accréditées, je le répète encore une fois, des jeunes entreprises dans le secteur émergent. La connectivité Internet, évidemment, à 100%. Évidemment, dans toutes les régions rurales, et qui plus est là, dans les Hauts-de-Bellechasse, dans certains bouts de rang, on n'a toujours pas d'Internet à haute vitesse. Ça, on s'y engage fermement à le faire dans les 2 ans après la prise du pouvoir. Un plan responsable et prudent pour réduire le déficit, sans augmenter un niveau de TPS, de l'impôt des particuliers, ou bien du taux d'imposition des petites entreprises. Parce que vous le savez, et vous ne pouvez pas le nier, les entreprises qui ont bénéficié des allègements fiscaux sont les plus grandes au Canada et non pas celles que l'on retrouve dans notre comté. Ça veut dire des petites entreprises innovantes qui ont besoin de mesures pointues, des mesures pointues et précises pour ces entreprises et non pas pour des allègements fiscaux de grosses entreprises. C'est 2 choses qui nous distinguent entre libéraux et conservateur. Monsieur Laforesterie, je me dois de vous arrêter et passer la parole à Mme Danielle Maude Gosselin du Bloc québécois. Mme Gosselin, vous avez 2 minutes à votre tour. Alors, juste rapidement, M. Blaney, c'est que si on n'a pas accepté votre plan de relance économique, c'est qu'on trouvait qu'il n'allait pas assez loin. C'est pas parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait de mesures, c'est qu'on aurait souhaité qu'il soit plus vaste. Et j'aimerais rappeler qu'il a fallu que les partis d'opposition menacent de se regrouper ensemble pour faire en sorte que le gouvernement abroge les travaux de la Chambre et revienne avec un plan. Ceci étant dit, en termes de mesures qui sont à prendre, je trouve dommage que quand vous parlez, vous avez oublié de parler de Prévocar. Prévocar pour lequel il y aurait eu un effort à faire peut-être pour
pour maintenir certains contrats. Je suis allée tout à l'heure avec M. Duceppe et à cet égard-là, il y aurait sûrement eu quelque chose à faire pour éviter des mises à pied et puis permettre de la réembauche pendant que vous étiez député. Mais si on va maintenant vers le futur, nous, on propose aussi d'améliorer le régime d'assurance-emploi. D'améliorer le régime d'assurance-emploi, il faut diversifier l'économie, j'en ai parlé tout à l'heure, mais quand on diversifie l'économie, il faut qu'on soit capable de faire le passage parfois, par exemple, dans la transformation d'une usine, d'une chaîne de montage. Et à cet égard-là, on trouve que le régime d'assurance-emploi n'est pas suffisant et on devrait augmenter le nombre de semaines de prestations, augmenter également le pourcentage qui est versé. Pourquoi faire? C'est que effectivement, si on veut maintenir un certain tissu économique, une capacité des gens de dépenser, de rester dans leur milieu pendant les périodes où on doit recourir à l'assurance-emploi, c'est important de le faire. M. Bléné parlait des programmes de recyclage pour les travailleurs plus âgés. On ne peut plus d'accord avec une mesure comme ça, on en propose une. Mais on voudrait aussi revenir avec un programme d'aide aux travailleurs âgés parce que parfois, il n'est pas possible de recycler les personnes où l'emploi n'est pas toujours disponible. Encore là pour maintenir le tissu économique puis garantir que les gens ont un minimum de revenus. Puis je voudrais rappeler que le Parti conservateur prend 17 milliards dans son budget dans la caisse d'assurance-emploi, ce qui a pour effet de devenir une taxe sur la main-d'œuvre comme telle. Alors, c'est beau de diminuer les impôts d'un côté, mais si de l'autre côté, on taxe indirectement la main-d'œuvre par le biais de l'assurance-emploi, ben c'est une taxe directe pour les employeurs et les employés. Merci, Mme Gosselin. Merci beaucoup. Alors, ça complète l'économie des régions. Nos candidats et notre candidate pourront y revenir un peu plus tard au cours de la conclusion, à leur guise, bien entendu. Depuis quelques années, parlons d'environnement maintenant, le Canada est durement critiqué sur la scène internationale en matière d'environnement et de plus, l'environnement est éclipsé par l'économie au cours de la présente campagne électorale. Pourtant, il y a de nombreux pays européens et même voisins, soit les États-Unis, entre autres, sous la présidence de Barack Obama, qui ont compris que l'environnement constitue un pilier de leur économie et une voie incontournable en matière de création d'emplois. Trêve de préambule, la question maintenant à nos candidats et candidates. Votre parti entend-il favoriser ce secteur dans ses choix économiques et proposer un plan d'action convaincant, par exemple, dans le développement des énergies vertes et de l'efficacité énergétique? Alors, par tirage au sort déterminé un peu plus tôt aujourd'hui, il a été déterminé que le premier à prendre la parole serait M. Francis Laforesterie, candidat du Parti libéral du Canada. M. Laforesterie. Je voudrais souligner tout d'abord l'engagement depuis un long moment du Parti libéral, enfin, je dirais sa sensibilité là, envers l'environnement. Par exemple, l'énergie renouvelable. On a un projet, nous les libéraux, là, nous engageons en fait à quadrupler la production d'énergie renouvelable par rapport au niveau de 2009 et d'ici 2017. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de façon importante et créer des emplois dans le secteur de l'énergie propre. Pour nous aider à atteindre ces objectifs, nous ressusciterons le programme encouragement à la production d'énergie renouvelable, un programme très efficace qui a été supprimé par les conservateurs de M. Harper. C'est un investissement qui serait de l'ordre de 1 milliard de dollars. Et écoutez, qui dit support à l'énergie renouvelable? On pense ici aux énergies, évidemment, éoliennes, qui, elles, sont peut-être un peu plus polémiques, portées à polémique, mais on parle aussi des énergies de biomasse. On parle des énergies qui peuvent être créées par des fermes, le lisier de purin de porc. Il y a des manières d'agir avec son milieu, mais pour ce faire, ça prend une politique environnementale. Encore une fois, je suis désolé de vous confronter, M. Bléné, mais les conservateurs n'ont pas de soucis environnementaux dans leur politique économique. L'aspect fondamental d'une économie durable à long terme, c'est d'intégrer l'aspect environnemental de concert avec les intervenants locaux et régionaux, ça veut dire avec les fermiers, avec les organismes, avec les MRC, avec les municipalités. C'est comme ça qu'on doit travailler, avec le monde de la place, mais avec des projets porteurs. Encore une fois, on ne doit pas saupoudrer. Monsieur Laforesterie, votre 2 minutes est passée malheureusement. Je cède maintenant la parole à Mme Danielle Maud-Gosselin. Elle est du Bloc québécois. Mme Gosselin, c'est à vous. Alors, au Québec, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a de l'eau, on a du vent, on a de la forêt.
Alors, si le 20e siècle a été celui des énergies fossiles, le 21e siècle sera celui des énergies propres. Et le Québec est très équipé pour être un chef de file en la matière. Effectivement, nous sommes un très grand producteur d'hydroélectricité. On peut aussi produire avec l'éolienne en respectant cependant les choix des communautés et les désirs des communautés à cet égard-là. Et on est capable d'utiliser une partie de nos productions d'arbres en termes de biomasse pour justement créer du bioéthanol, pour entre autres, j'en parlais tout à l'heure, réduire aussi, non seulement ce sont des énergies propres, mais c'est bon économiquement parce que ça réduit notre dépendance au pétrole qui ne cessera pas de monter en termes de coûts comme tel. Et à cet égard-là, on peut penser aussi à la création d'une bourse du carbone. Une bourse du carbone, pour le Québec, ce serait quelque chose d'excellent parce qu'on a vraiment réduit nos gaz à effet de serre. C'est sûr on peut encore et on doit faire mieux, mais on pourrait, avec ça, effectivement, s'assurer le Québec serait très gagnant sur cet effet-là versus ce qui se passe dans les autres provinces canadiennes. Et c'est pourquoi, pour nous, en termes d'environnement, d'investir dans l'environnement, d'investir dans les nouvelles énergies, en faire un chef de file, c'est porteur pour l'économie du Québec. Et c'est là qu'on va entrer en contradiction, si on veut, avec les besoins de d'autres provinces canadiennes. Et puis, en même temps, je voudrais rappeler également que le Québec s'est doté tout seul de ces lignes hydroélectriques, qu'on les a payées, qu'il n'y a pas un financier de Toronto qui a voulu nous financer là-dessus. Il a fallu qu'on aille chercher ça à New York. Et maintenant, le Parti conservateur veut faire en sorte que l'on paye, nous, les Québécois, pour les lignes de Terre-Neuve. C'est carrément inacceptable pour le Québec et c'est de la concurrence déloyale. Merci, Mme Gosselin. 2 minutes à votre tour, M. Stephen Blaney du Parti conservateur. Merci beaucoup. Alors, quand on parle d'environnement et de développement durable, ça prend une vision. Le Parti conservateur a une vision claire, c'est de faire du Canada une superpuissance énergétique propre. On a besoin d'énergie, ce qu'on veut, c'est la produire de manière écologique. Je vous rappelle que c'est avec un gouvernement conservateur que pour la première fois dans l'histoire du Canada, notre pays a réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 2,1 %. Et également, nous travaillons avec une approche continentale avec l'administration Obama pour justement réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020. Et je vous donne 2 exemples concrets. Notre ministre Prentice a fait une entente au niveau du parc automobile pour faire en sorte que la moyenne de nos parcs automobiles nord-américains ait une consommation d'essence de 6 litres au 100 km. On a une même mesure qui s'applique pour les véhicules utilitaires. Donc ça, ce sont des moyens concrets. Et un autre mythe que l'opposition galvaude depuis des mois, le Parti conservateur a mis fin à l'amortissement accéléré dans les sables bitumineux. Et ça fait déjà plusieurs années. Alors, les partis d'opposition sont en retard dans les nouvelles. Ce sont les libéraux qui avaient mis des avantages fiscaux pour les sables bitumineux et c'est nous qui y mettons fin de manière régressive, en plus d'investir massivement dans l'environnement. Et je vous donne un exemple concret. Dans le budget, ce qu'on propose, qui est une mesure formidable pour les gens de Lévis-Bellechasse et des Aides-Chemins, c'est le 400 millions de dollars pour le programme Éco-Énergie-Rénovation. Ça veut dire que les gens qui veulent faire de l'efficacité énergétique, je suis le premier à en parler ce soir, c'est le Parti conservateur qui veut aider les Québécois, les Québécoises à rendre leur habitation plus efficace sur le plan énergétique. Vous savez quoi? C'était une mesure qui nous avait été demandée par l'opposition. On l'a mis dans notre budget et on se retrouve en élection. Nous, on est prêts au lendemain d'une élection et d'un gouvernement conservateur à investir pour l'efficacité énergétique et continuer à avoir une approche environnementale, globale, continentale pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Merci, M. Blaney. Alors, vous avez 2 minutes additionnelles. M. Laforesterie du Parti libéral. Je constate que vous avez instauré une mesure. Vous avez bien dit une mesure. Mais ce n'est pas un programme environnemental, une mesure. C'est justement la différence. C'est ce que je m'évertue à vous dire. Vous avez besoin d'une projection à long terme, d'un vrai programme d'environnement. Il y a un potentiel énorme là, dans les Lévis-Bellechasse et plus particulièrement le côté agricole. Écoutez, nous, on chiffre et puis on a mis ça noir sur blanc. Un programme, un programme. Court, moyen, long terme. Court, moyen, long terme. Plusieurs mesures. Mais d'une manière cohérente, pas du saupoudrage. Nous, on parle de la gestion environnementale des terres agricoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Renforcer la planification environnementale des fermes. Favoriser l'amélioration de la gestion des engrais et des pesticides. Instaurer de nouveaux programmes sur les produits et services logiques et durables. Investir aussi dans le développement de l'énergie propre à partir de fermes canadiennes, de fermes, évidemment, de Bellechasse. Hein?
qu'on parle de la biomasse, les éoliennes, l'énergie solaire, puis la géothermie, dans le cadre là, de l'engagement des libéraux de quadrupler la production d'énergie propre au Canada. Mais ça se fait dans un programme, hein, et de concertation, évidemment, avec les autorités locales et le gouvernement du Québec, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de parties de ces actions sont sous la prérogative des gouvernements respectifs. Mais il faut le faire en parlant, en discutant, en s'assoyant là, hein, autour d'une table, expliquer puis expliciter. Moi, c'est comme ça que j'envisage un rôle de parlementaire. C'est pas de trouver son petit sac à surprise, hein, une mesure ou deux mesures. C'est d'en prévoir 30, 40, mais sur une base de 20 à 30 ans. C'est ça la différence fondamentale. D'avoir un plan d'action à long terme. Je le répète, ça s'applique dans Bellechasse, dans Lévis, que ce soit au niveau de l'industrie. Ça va s'appliquer Monsieur Laforesterie, je me dois de vous arrêter. Le 2 minutes est écoulé. Le 2 minutes suivant est celui de Mme Danielle Maude-Gosselin du Bloc québécois. Alors, effectivement, si je parle de mesures plus précises à l'égard du programme du Bloc québécois, alors on voudrait soutenir le déploiement de bornes permettant de la recharge de véhicules électriques. Avec toute l'électricité qu'on produit ici au Québec, on serait capable de produire davantage de voitures électriques, donc de l'énergie propre, puis beaucoup moins soumise aux variations du prix de l'essence. De stimuler l'achat de tels véhicules. De hausser le financement du programme Éco-énergie sur les énergies renouvelables. Soutenir le développement d'usines d'éthanol provenant de résidus forestiers, agricoles et domestiques. Ça aussi, c'est une façon de limiter notre dépendance au pétrole. De soutenir les programmes d'amélioration énergétique des bâtiments tant résidentiels que commerciaux et industriels. D'instaurer des incitatifs fiscaux pour l'installation et la conversion de systèmes de chauffage propres, pour encore là de réduire l'utilisation du mazout dans le chauffage. D'encourager l'utilisation des véhicules hybrides. De favoriser, de mettre un crédit d'impôt sur le transport collectif interurbain, parce qu'on parle déjà de transport collectif urbain, mais on voudrait aussi avoir quelque chose, je pense notamment aux régions, ce qui favoriserait l'utilisation du transport collectif interurbain puis donnerait un incitatif à l'effet d'instaurer de tels types de transport. On doit aussi contrer la pollution. Vous allez peut-être trouver que je suis un peu loin de Lévis-Bellechasse, mais mieux gérer les déchets nucléaires. Moi, quand je vois que sans l'autorisation du Québec, on va passer sur le fleuve Saint-Laurent, on est quand même concerné dans la circonscription, les déchets nucléaires de l'Ontario, et puis que c'est une première, je trouve ça épouvantable et inacceptable. Mettons que c'est pas du chocolat comme du chocolat de Pâques qu'on va promener là sur le fleuve. Et ça, le gouvernement central, fédéral, le gouvernement actuel laisse faire ça, ce qui est carrément inacceptable. Alors effectivement, ça prend un plan d'ensemble adapté tant pour les individus que pour les entreprises, que pour les agriculteurs, pour tous, pour en fait l'ensemble. C'est sûr que ça se fera pas sur 1 an, sur 2 ans. C'est à long terme. Et je vous rappelle que le Québec là-dessus est le modèle et le chef de file au Canada. Je me dois de vous arrêter. Le 2 minutes est passé. Nous allons terminer cette thématique de l'environnement avec le 2 minutes additionnel de M. Stephen Blaney du Parti conservateur. Oui, bien écoutez, le problème avec l'approche des libéraux, c'est qu'ils jouent au Don Quichotte et ils vont de manière unilatérale. Alors nous, on dit que c'est important de travailler avec une approche continentale et surtout d'inclure, comme on le fait à Copenhague, les grands émetteurs qui, eux, la Chine, l'Inde, le Brésil, qui aussi émettent des gaz à effet de serre. Pour ce qui est des bloquistes, bien, je trouve ça regrettable qu'ils dénoncent une initiative qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre au Canada du bas de Churchill, alors qu'il n'y a pas de décaissement du gouvernement fédéral. C'est regrettable lorsque les conservateurs on pose des gestes. On s'attendrait que les bloquistes nous applaudissent quand on appuie l'environnement. Mais je veux revenir ici dans Lévis-Bellechasse. En 2006, j'ai pris l'engagement de faire un chef de file de Lévis-Bellechasse, les aides-chemins, un chef de file en développement durable. Et je dois vous dire que j'ai reçu tout un appui de la part des maires, des MRC de Bellechasse et des aides-chemins. Même, ils vont plus vite que moi. Et ils m'en ont donné un exemple concret il y a à peine quelques semaines de cela, le Massif du Sud. Un exemple concret de Bellechasse qui devient un chef de file québécois où on développe une montagne avec 4 volets. On a un projet de plusieurs centaines de millions de dollars dans le domaine éolien, une énergie renouvelable. On est capable de concilier ça avec l'exploitation forestière, un autre jardin qu'on cultive où on récolte du bois qu'on peut utiliser à diverses fins. Troisièmement, on combine ça avec le développement récréotouristique de la montagne et un bijou. On a le Mont-Rignal ici et on a également le Massif du Sud. Et enfin, ben, on a tout le secteur de réserve écologique où on vient protéger un écosystème privilégié. Alors ça, c'est vraiment du développement durable. Ça se passe ici dans Lévis-Bellechasse et je m'engage à continuer d'appuyer ce
ce projet-là, notamment dans le volet des infrastructures, comme je l'ai fait, comme j'avais pris l'engagement de le faire en 2008 et comme on le fait récemment cet automne, on va de l'avant ici avec du développement durable dans Lévis-Bellechasse et les aides-chemins. Merci, M. Bléné. Alors, ça va conclure cette thématique de l'environnement. Nous allons prendre une pause publicitaire, revenir dans l'équivalent peut-être de 2 minutes, et nous serons de retour au débat avec, entre autres, la thématique de l'agriculture après ceci. Le débat Lévis-Bellechasse 2011 est tenu grâce à la collaboration et à l'appui de Lemieux Nollet, comptable agréé et syndic de faillite. Des comptables sur mesure pour maximiser le potentiel de votre entreprise et viser de nouveaux sommets. Pour plus d'informations, lemieunollet.ca. Restez bien branchés sur les ondes de Passion FM. Le débat Lévis-Bellechasse 2011 se poursuit après la pause. À Passion FM, on sait ce que nos auditeurs aiment. On le sait tellement qu'on leur offre la meilleure musique. Bref, ne cherchez plus. La meilleure musique, c'est ici, à Passion FM. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps? 1, 2, 3, 4! Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Oh, see, easy rider. Oh, see what you have done. I said, see, easy rider. Oh, see what you have done. Nom de Dieu! Je pris Cendrillon par la main et lui dis d'enlever ses lunettes. Je vagabonde, seul dans la rue, défiant le monde avec ma casquette. Ne manquez pas Passion Jukebox tous les samedis et dimanches de 8h à 13h à Passion FM. Pour connaître Passion FM sur le bout des doigts, rien de plus facile. www.passion-fm.com. Animateurs, annonces classées, anniversaires, météo, concours, photos, radio en direct, actualité, passion-fm.com est la porte d'entrée Internet pour connaître votre radio et vous brancher sur tout ce qui bouge en Chaudière-Appalaches. www.passion-fm.com, votre radio au bout des doigts. Le débat Lévis-Bellechasse 2011 est tenu grâce à la collaboration et à l'appui de Lemieux Nollet, comptable agréé et syndic de faillite. Des comptables sur mesure pour maximiser le potentiel de votre entreprise et viser de nouveaux sommets. Pour plus d'informations, lemieunollet.ca. De retour à Érigourde pour le débat Lévis-Bellechasse 2011 qui vous est présenté par votre station de radio, Passion FM. À nouveau, bienvenue, mesdames et messieurs, sur les ondes de Passion FM. Je vous rappelle qu'on est en plein cœur de notre débat Lévis-Bellechasse en notre compagnie, candidate du Bloc québécois, Mme Danielle Maud-Gosselin, candidate du Parti libéral du Canada, M. Francis Laforesterie, et candidate du Parti conservateur dans Lévis-Bellechasse, M. Stephen Bléné. Deuxième portion de notre débat de ce soir, le thème de l'agriculture. Je vous apprends rien en vous affirmant que l'agriculture et l'industrie agroalimentaire est l'un des moteurs économiques les plus importants de la circonscription de Lévis-Bellechasse. La gestion de l'offre est la pierre angulaire du dynamisme agricole dans la région, particulièrement dans le secteur du lait, de la volaille et des œufs. Les producteurs agricoles sont inquiets des pressions internationales de plus en plus fortes dans les négociations à l'Organisation mondiale du commerce, que l'on appelle l'OMC, pour forcer des pays comme le Canada à délaisser la gestion de l'offre pour une libre circulation des produits alimentaires. Et de plus, l'accord sur le commerce intérieur entre les provinces est redouté des agriculteurs québécois qui estiment que cela ouvrirait la porte à une contestation de la loi québécoise sur la mise en marché des produits agricoles. Alors, la question est la suivante. Quelles sont les intentions de votre parti afin de protéger davantage l'agriculture et l'agroalimentaire dans Lévis-Bellechasse? La première personne à intervenir sera la candidate du Bloc québécois, Mme Danielle Maud-Gosselin. Mme Gosselin, s'il vous plaît.
Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est une de nos industries, de nos systèmes principaux, l'agriculture, au niveau de Lévis-Bellechasse, les aides-chemins. Dans un premier temps, la position du Bloc québécois est extrêmement claire sur la gestion de l'offre. Il faut absolument maintenir la gestion de l'offre parce qu'elle permet de garantir un revenu relativement stable en termes aux agriculteurs. Et bien sûr, c'est pas quelque chose qui est pareil pour l'ensemble des autres provinces canadiennes. Je pense notamment à l'Ouest canadien où serait peut-être plus porté à des accords internationaux puis de laisser tomber la gestion de l'offre, mais pour nous, c'est fondamental. Quelque chose qui est aussi fondamental, c'est qu'on soit capable de bien identifier nos produits. Actuellement, des fraises produites dans la région peuvent pas être intitulées produits du Canada, confiture de fraises, parce qu'on importe évidemment le sucre pour mettre dedans. Et si on n'a pas comme 98% du produit, à ce moment-là, on peut pas l'étiqueter clairement. Et moi, je trouve que pour un consommateur, une consommatrice, savoir d'où vient le produit, savoir que ça vient à la fois parce que on préserve l'environnement, ça vient de près de chez nous et qu'on sait, on connaît la qualité de nos normes, c'est majeur comme tel. Alors là-dessus, on voudrait qu'on revienne à la norme qui avait été convenue avec les différents représentants de l'industrie et des différents organismes représentant les agriculteurs à l'effet d'une norme de 85% qui nous apparaît totalement raisonnable. En termes aussi d'agriculture, on constate que certains produits importés, on n'a pas les mêmes exigences tout à fait qu'à l'égard de nos propres produits en termes d'utilisation de pesticides, par exemple, ou d'autres produits. Et ça, pour nous, c'est inacceptable parce que ça devient de la concurrence déloyale, en plus du fait que si on est exigeant chez nous, ben on doit l'être autant pour la qualité de ce qu'on met dans notre assiette, de ce qui vient de l'extérieur. Alors, ce ne sont que certains produits. Et je reviendrai tout à l'heure sur la façon de faciliter le transfert des fermes, par exemple. Voilà. Merci, Mme Gosselin. À 2 minutes à votre tour, M. Francis Laforesterie du Parti libéral du Canada. Sans conteste, écoutez, le Parti libéral va défendre la protection du système de gestion de l'offre. Mais par contre, on prendra un engagement là, à repartir sur de nouvelles bases, justement, afin de revoir en profondeur les programmes du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire en partenariat, évidemment, avec les agriculteurs et les instances, encore une fois, locales et le gouvernement du Québec. Parce qu'il faut que ça soit plus efficace quand on veut améliorer d'un point de vue local. Encore une fois, d'un point de vue local, il faut se doter d'une souplesse que nous allons offrir. Et nous rétablirons également la mission première de l'initiative AgriFlex, afin d'offrir des programmes régionaux souples, notamment une gestion efficace et sécuritaire des risques pour aider les agriculteurs à assumer les frais de production. Ces mesures pourraient inclure le programme d'assurance stabilisation du revenu agricole au Québec, mais toujours d'une manière concertée avec les intervenants locaux, régionaux et la province de Québec, et le Québec. La gestion environnementale des la gestion environnementale des terres agricoles fait partie aussi de la même mouvance, mais toujours encore une fois, dans une vision qui englobe l'environnement, qui englobe un environnement durable. On s'investit d'une manière globale, pas ponctuée de petites j'allais dire, du saupoudrage, encore une fois. On veut renforcer la planification agro-environnementale des fermes, favoriser l'amélioration de la gestion des engrais écologiques qui compensent les agriculteurs pour leurs initiatives écologiques durables. Investir dans le développement d'énergie propre à partir des fermes du comté, la biomasse, encore une fois, l'éolienne, l'énergie solaire et la géothermie. Monsieur Laforesterie, je me dois de vous arrêter. Vous aurez du temps encore un petit peu plus tard tantôt pour développer davantage. Au tour maintenant pour un premier 2 minutes de M. Stephen Blaney du Parti conservateur. Merci, M. Gourde. Écoutez, d'un premier temps, je voudrais saluer le courage, la ténacité de nos producteurs agricoles, particulièrement nos producteurs porcins au cours des dernières années qui ont connu des moments très difficiles. Je pense, entre autres, pour parler à des producteurs présentement, au prix du grain qui est élevé. Le prix, comme on dit, le prix du lard n'est pas si mal, mais le prix du grain est élevé. Alors, c'est toujours un contexte extrêmement difficile pour nos agriculteurs et ils méritent tout notre respect et notre appui. Depuis 2006, comme vous le savez, on a augmenté de façon permanente le soutien à l'agriculture et agroalimentaire Canada de 500 millions de dollars par année. On a offert 4 milliards de dollars pour aider les agriculteurs à relever les défis auxquels ils sont confrontés, notamment au niveau des gestions de risques d'entreprise, offrir une protection contre les
variations du revenu et des catastrophes et faciliter l'accès au crédit par des avances de fonds, de même qu'une bonification d'1 milliard de dollars pour les programmes de stabilisation du revenu. Ce qu'on propose dans les budgets présents, ce sont de nouvelles initiatives sur l'innovation agricole. C'est un 50 millions de dollars pour soutenir l'innovation. C'est ce qui nous a maintenus. Le porc du Québec, il faut le dire, c'est le porc le plus environnemental au monde et c'est le porc qui est produit avec des normes le plus strictes. Et ce que les producteurs me disent, c'est lorsqu'il y a des produits qui viennent de l'extérieur, c'est important de s'assurer que ces produits-là aient les mêmes normes de qualité, les mêmes standards pour livrer bataille à prix égal sur nos marchés, puisqu'on sait que c'est un marché d'exportation et évidemment qui est également perméable. Une autre mesure qu'on met en place, bien sûr, c'est pour soutenir, on sait qu'il y avait eu de la maladie dans le cheptel porcin, donc on continue à soutenir les initiatives sur la biosécurité, les meilleures pratiques là, pour lutter contre les maladies porcines. Également, on veut y aller du côté du renforcement du système d'assurance de la salubrité des aliments en ayant 100 millions de dollars pour la formation d'inspecteurs. Et ça, c'est intéressant, surtout pour nos produits actuels, mais pour les produits courants. Et également, on fait la prolongation de la déduction pour amortissement accéléré pour soutenir l'investissement dans le monde agricole. Alors, ce qu'on fait, on ne fait pas juste parler, mais on agit pour nos producteurs et on a une vision de soutien à nos producteurs agricoles. M. Bléné, merci. Alors, au tour de Mme Danielle Maude-Gosselin du Bloc québécois pour un 2 minutes additionnel. Alors, bien sûr, si on veut maintenir notre agriculture, il faut aussi assurer la relève. Je pense que c'est majeur. On voit le nombre de fermes qui sont cédées tous les ans ou qui sont comme abandonnées. Alors, il faut absolument faire quelque chose. Pour nous, on veut accroître le montant admissible à la déduction en gain de capital pour biens agricoles à 1 million de dollars. Et seulement pour les transactions à la suite desquelles il y aurait maintien de l'exploitation. C'est sûr qu'on fait ça quand on va continuer à aller en agriculture, afin que le transfert d'une ferme soit plus rentable que son démantèlement. On voudrait mettre en place aussi pour les agriculteurs l'équivalent d'un régime enregistré d'épargne retraite, mais basé sur les prix de la ferme, pour permettre à un agriculteur de pouvoir un jour prendre sa retraite avec un revenu qui est acceptable comme tel. D'étendre la règle du transfert à d'autres membres de la famille immédiate à des gens de la famille âgés de moins de 40 ans qui pourraient être un frère, une sœur, un neveu, une nièce, plutôt que de la limiter seulement aux enfants, petits-enfants, parce que parfois dans la famille, il peut y avoir quelqu'un d'autre qui est intéressé à reprendre la ferme, mais on voudrait à cet égard-là de faciliter cette reprise-là. Ensuite de ça, assouplir les règles d'accession à la propriété pour permettre aux jeunes producteurs d'obtenir en tout en partie une plus grande part d'une résidence détenue par une société, puis d'utiliser les REER pour faire l'acquisition d'une entreprise agricole. De transférer une enveloppe récurrente au gouvernement du Québec pour favoriser la relève agricole. Alors, ce ne sont que quelques mesures pour favoriser la relève. Au-delà de ça, en termes de production agricole, il faut effectivement revoir nos régimes d'assurance agricole. Actuellement, vous payez dans des enveloppes séparées si vous faites, par exemple, du porc, si vous faites du bœuf et autres, et puis si vous faites, par exemple, quelque chose d'autre en termes d'une autre production. Et puis, au bout du compte, quand vient le temps de payer parce que vous avez moins bien réussi une année dans un des secteurs, on considère votre enveloppe globale de revenus. Mais même si vous avez payé 3 primes séparées grossièrement, ça veut dire un peu, je paye une assurance auto puis je paye une assurance habitation. Madame Gosselin, je me dois de vous arrêter. On va prendre ça tout arrêter, on se reprendra. Je vous rappelle que vous pouvez compléter votre intervention, commenter les propos d'un candidat ou encore poser une question à un adversaire. Vous avez 2 minutes, M. Francis Laforesterie du Parti libéral du Canada. Je compléterai sur le plan de la sécurité alimentaire. M. Bléné a soulevé une bonne question. Au niveau du resserrement de l'inspection et de l'application. Les Canadiens s'attendent à ce que tous les produits alimentaires vendus au pays répondent aux normes de qualité, de sécurité. Et écoutez, un gouvernement libéral procédera, lui, à une revue en profondeur de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, de Santé Canada et de l'Agence de la santé publique du Canada pour assurer la coordination efficace du système de sécurité alimentaire. Fournira plus de 50 millions de dollars supplémentaires sur une période de 4 ans pour améliorer l'inspection des aliments effectuée par la CIA et veiller à ce que les normes de sécurité alimentaire imposées aux producteurs canadiens, en l'occurrence les producteurs de Bellechasse, soient aussi imposées aux aliments importés. Ça, c'est fondamental pour nous. Concernant la relève agricole, écoutez, j'ai vécu sur une ferme, j'ai travaillé chez les voisins. Effectivement, il y a un problème de relève. Il y a un problème, j'allais dire, de capacité de reprendre une ferme familiale. Mais cela dit, en passant, il faut faire attention de bien travailler avec les intervenants du gouvernement du Québec, les collectivités locales, pour trouver
des projets porteurs. Et ça, c'est en s'asseyant et en discutant. Et non pas, je veux dire, en martelant, encore une fois, du saupoudrage ou des solutions à court terme. Pour moi, c'est fondamental. C'est la manière dont je travaillerai avec les gens du milieu. Voilà, merci. Merci, M. Laforesterie. Alors, pour compléter ce thème, autour maintenant de M. Stephen Blaney, vous avez 2 minutes, M. Blaney. Bien, écoutez, malheureusement, quand les libéraux étaient au pouvoir, ils n'agissaient pas pour la gestion de l'offre. C'est un enjeu extrêmement important ici dans Bellechasse et les aides-chemins. J'en veux pour exemple le fait qu'encore dans votre plateforme, il ne semble pas être fait référence directe que vous soutenez la gestion de l'offre. Par contre, écoutez, ce qui est important pour moi, c'est les gestes concrets qui ont été posés. En 2006, on a été élus et il y avait une mesure qui était attendue par les producteurs laitiers depuis 2002. Moins d'1 an plus tard, le ministre Chuck Strahl, c'est un gars de l'Ouest, qui a soutenu nos producteurs laitiers. Et voyez ce que disait le vice-président des producteurs de lait du Québec, M. Gilbert Perrault, à l'époque. C'est une grande victoire pour l'agriculture québécoise. La gestion de l'offre était très problématique. Les quotas commençaient à perdre la valeur parce qu'il y avait des lacunes dans le système de gestion de l'offre. On permettait l'importation de protéines laitières et il n'y avait pas de barrière pour ça. Alors, on a renégocié des concessions tarifaires devant l'Organisation mondiale du commerce pour pouvoir augmenter les tarifs et établir des nouveaux contingents tarifaires. Les producteurs laitiers ont salué cette mesure-là. Et pour colmater la brèche, son successeur, Jerry Ritz, 1 an plus tard, en février 2008, et j'étais avec les ministres Christian Paradis, Denis Lebel et mon collègue Jacques Gourde, annonçait qu'il mettait en place des mesures de sauvegarde spéciales au niveau de l'OMC, justement pour stabiliser des industries sensibles en imposant une surtaxe temporaire à des produits laitiers d'importation. Vous savez quoi? On s'est tenu debout et la Nouvelle-Zélande a même entamé des démarches légales. Mais nous, notre parti, on a pris le parti des producteurs laitiers et aujourd'hui, on peut se promener la tête haute dans Bellechasse et les aides-chemins parce que nos producteurs laitiers savent qu'on ne fait pas juste parler de la gestion de l'offre, mais qu'on agit. Et moi, je peux vous dire que comme député conservateur au cours des 5 dernières années, c'est une des réalisations les plus importantes qu'on a fait pour les producteurs agricoles et ça augure bien pour les négociations que nous entamons avec l'Europe dans le terme de l'accord de libre-échange où, à mon avis, on doit prendre une position proactive et non seulement défendre la gestion de l'offre, mais la proposer, notamment aux pays africains. Merci, M. Blaney. Je me dois de vous arrêter pour enchaîner au terme suivant. La forêt, alors, pendant des décennies, l'industrie forestière a été le fer de lance de plusieurs régions du Québec. Sauf que ce secteur a vécu une crise conjoncturelle au cours des dernières années et ça a entraîné la fermeture de plusieurs usines, la perte de nombreux emplois, particulièrement dans les pâtes et papiers. La région des aides-chemins, plus particulièrement, a été affectée par cette crise. Alors, tout le monde est d'accord pour dire que ce secteur d'activité doit se renouveler, se transformer, développer de nouveaux produits et de nouveaux créneaux pour assurer son avenir. Alors, la question est la suivante. Qu'est-ce que votre parti propose de concret pour supporter cette transformation et redonner les lettres de noblesse à notre industrie forestière? Le premier à répondre sera M. Stephen Blaney du Parti conservateur. Je dis souvent, M. Gourde, que si les gens de l'Ouest ont les sables bitumineux, ici, dans Bellechasse et les aides-chemins, on a une autre richesse, c'est le bois. Et d'ailleurs, en mai 2010, j'ai participé à l'organisation et je suis l'instigateur du premier symposium énergie qui a porté strictement sur la mise en valeur des produits forestiers. À la suite de ce symposium-là, on a créé un comité de travail et le comité est tellement dynamique qu'il s'est même réuni pendant la campagne électorale. Et de quoi ils ont parlé? Ils ont parlé de créer des petites entreprises, pas nécessairement des investissements de plusieurs centaines de millions qui sont autour des nouvelles techniques de construction du bois. On peut avoir des bâtiments qui ont plus de 10 étages. Donc, ce que ça prend, oui, la ressource, elle est là. Il y a 50% présentement du bois dans Chaudière-Appalaches qui n'est pas récolté. Donc, on a une richesse, mais on doit s'assurer que les prix sont bons. Et pour ça, il faut créer de la demande et l'accompagner, la structurer. Le gouvernement fédéral a des centres de recherche qui, justement, créent des nouveaux créneaux comme Forintech. Ces gens-là sont venus ici et je m'engage à travailler avec eux et les intervenants locaux pour, justement, identifier des solutions pour créer des emplois et créer des débouchés à notre marché forestier. Je vous donne juste un exemple concret, la nanocellulose cristalline. Ça, c'est la fibre de bois. Il y a des experts qui disent que ça pourrait même remplacer la fibre, les hydrocarbures. On peut l'en retrouver, c'est utilisé pour des pales d'hélicoptères. La nanocellulose
chose cristalline, c'est la cellule de bois et c'est elle qui peut permettre d'amener une véritable révolution. Alors moi, ce que je vous dis, c'est qu'on doit y aller étape par étape avec des petits projets et je m'engage à travailler avec les intervenants pour continuer à faire en sorte qu'on puisse valoriser et s'assurer que les gens qui vont récolter le bois aient des prix décents afin que, justement, on relève notamment notre économie locale, notamment dans le secteur des aides-chemins. Merci, M. Blaney. Autour de Mme Danielle Maud Gosselin du Bloc québécois. Mme Gosselin. Alors, le Bloc québécois a une série de mesures pour favoriser l'industrie forestière. Dans un premier temps, effectivement, favoriser l'utilisation du bois dans la construction, dans les structures des édifices. On est en train de voir ce qui se fait en termes d'équipements sportifs à l'Université Laval, tout en bois, c'est quelque chose. Et on trouve pour le moins dommage que le Parti conservateur ne nous ait pas appuyés quand on a déposé un projet de loi pour favoriser l'utilisation du bois dans les édifices fédéraux. On est allé chercher l'appui du NPD et du Parti libéral, mais M. Blaney ici, qui est bien pour le bois, mais il a voté contre ça. Alors, c'est un peu dommage comme tel. Il faut aussi, effectivement, aller dans les nouvelles technologies. On peut, notamment, il y a un projet très porteur à Thurso, en Outaouais, où on produit maintenant, on a converti complètement le moulin pour produire de la rayonne. Et dans les pays émergents, les fibres naturelles sont on en a de moins en moins de disponibles. Donc, la rayonne est produite et promise à un grand avenir en termes de tissu. Et effectivement, on peut maintenant l'extraire de la cellulose du bois. C'est quelque chose, mais ça prend de la haute technologie. On peut donc être très compétitif. On en a du bois ici, là-dessus. Ça demande cependant des investissements en recherche et développement et ensuite de ça, en programme de soutien et en prêt pour favoriser la transformation des usines de façon, au lieu de produire de la traditionnelle pâte et papier, se mettre à produire dorénavant des choses comme la rayonne et d'autres produits. Il faut aussi envisager de la diversification économique dans ces petites communautés parce que parfois, on ne sera pas capable de repartir rapidement l'industrie du bois ou peut-être pas comme elle était autrefois. Alors, il faut prévoir aussi, pour voir dans une politique d'ensemble, un programme de diversification économique pour favoriser le passage, la transition vers d'autres types d'entreprises et d'industries. Merci, Mme Gosselin. À votre tour, M. Laforesterie du Parti libéral du Canada. Vous avez 2 minutes. Je me situerai un peu dans le prolongement de ce que Mme Gosselin a dit. L'industrie forestière a besoin d'être, encore une fois, vue dans une approche plus globale. C'est-à-dire que nous avons des secteurs, on a déterminé des secteurs champions, nous, les libéraux, dans notre plateforme. Et l'industrie forestière en est une composante vitale. On parle des ressources propres, la santé et les biosciences, la technologie numérique. Ils font partie de cet ensemble, cette vue d'ensemble, encore une fois, M. Blaney. Sur un marché mondial, les écoproduits et une consommation des ressources plus respectueuses de l'environnement, ils ont la cote. On accorde de plus en plus d'importance à l'empreinte écologique de chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement. Évidemment, avec la forêt, on n'y échappe pas. Ça peut être très porteur. Vous avez notamment parlé de tous les développements technologiques, vous deux, et ça se situe dans cette perspective, mais une perspective encore plus qui englobe l'économie, qui englobe une économie plus mondialisée. C'est ça la différence fondamentale. Vous devez faire une projection à moyen et long terme pour pérenniser la ressource de la forêt. C'est pas pour rien que je porte le nom de la foresterie. Bon, ça, c'est autre chose. Sachez que la position des conservateurs sur le bois d'œuvre a fait empocher aussi aux sociétés américaines, je m'excuse, là, mais près d'1 milliard de dollars là, qui aurait pu revenir aux sociétés canadiennes. Et élaborer un plan pour transformer ce secteur, pour le faire prospérer, cela implique des investissements d'à peu près 175 millions de dollars qu'on a chiffrés dans nos budgets prévisionnels. Avec un gouvernement libéral, l'industrie peut rebondir. Nous appuyons la vision de l'Association, entre autres, des produits forestiers du Canada, qui vise le développement de produits biologiques, soit la bioénergie, évidemment, la biochimie, et des biomatériaux, dans un sens global et général. Voilà. Merci, M. Laforesterie. Alors, vous disposez maintenant de 2 minutes chacun pour compléter votre intervention, commenter les propos d'un candidat ou encore pour poser une question à un adversaire. Le premier à intervenir,
2 minutes, M. Stephen Blaney du Parti conservateur. Monsieur Laforesterie, quand vous allez voir tout ce que les conservateurs ont fait et veulent faire pour l'industrie forestière, je pense que vous allez avoir le goût de voter conservateur. Et je vous donne comme exemple 1 milliard de dollars pour le programme d'écologisation des pâtes et papiers qu'on a mis en place et qui permet justement d'aider nos papetières sans affecter les grands accords. Vous savez, les bloqués sont de la misère entre les subventions et les prêts. On a versé beaucoup plus pour l'industrie forestière que les prêts qui ont été accordés finalement, simplement des prêts qui ont été accordés au secteur automobile. Je veux aussi vous dire que nous, on collabore avec Québec. Nous autres, les chicanes avec Québec, ça ne nous intéresse pas. On veut collaborer. Il faut voir l'entente qui est survenue entre le ministre Lebel et la ministre Normando, où on investit près de 130 millions de dollars pour des initiatives afin d'aider des collectivités et soutenir justement les secteurs qui sont touchés par la crise forestière qu'on a connue. Mais je veux vous parler des nouvelles mesures. On veut investir 60 millions de dollars pour le programme Technologie transformatrice, le programme Valeur du bois. Tout le monde sait que l'avenir du secteur forestier, c'est dans le développement de nouveaux produits. Donc, on investit massivement là-dedans avec le Programme canadien d'exportation des produits de bois et l'initiative Le bois nord-américain d'abord. Également, on élargit les pouvoirs d'exportation et développement Canada, EDC, pour soutenir encore davantage les compagnies forestières. Au cours des 5 dernières années, c'est près de 46 milliards de dollars qui ont été accordés justement sous forme de financement pour soutenir nos entreprises forestières. Vous savez, on a réglé le fameux problème qu'il y avait avec les Américains. Alors ça, c'est 4,5 milliards de dollars en droits douaniers qui sont revenus, en droits douaniers, dis-je, qui sont revenus chez nos producteurs. On veut élargir le programme de travail partagé pour aider les employeurs de la foresterie qui sont confrontés à des défis. Puis enfin, on maintient la prolongation de 2 ans sur la déduction pour l'amortissement accéléré afin d'aider les secteurs manufacturiers et forestiers à investir pour être encore plus compétitifs. Merci, M. Blaney. Autour de Mme Danielle Maud-Gosselin. Mme Gosselin, vous avez 2 minutes, à votre tour. Ne vous inquiétez pas, M. Blaney, on ne confond pas subventions et prêts. Inquiétez-vous surtout pas pour ça. Mais quand effectivement on était capable de consentir des prêts de 10 milliards à l'industrie automobile, vous savez, l'industrie forestière, c'est autant d'emplois que l'industrie automobile. Hein? Et il faudrait être capable de faire autant pour l'industrie forestière, d'autant plus qu'elle est dans plusieurs collectivités et des petites collectivités pour lesquelles c'est mono-industriel, c'est la mono-ressource. Et à cet effet-là, il n'y avait eu que 170 millions l'année dernière pour l'industrie forestière. Alors qu'il faut, au contraire, investir massivement, je vous rappelle, à la fois pour diversifier l'économie, soutenir la transformation des usines, en recherche et développement pour effectivement s'en aller vers de nouveaux produits. C'est majeur si on ne veut pas perdre, si on veut pas manquer le bateau. Parce que autrement, là, nos collectivités se dévitalisent, les jeunes quittent, et à ce moment-là, ça sera extrêmement difficile d'être capable de repartir quelque chose. Il faut agir rapidement pour la forêt, et il y a un momentum actuellement. Il y a de la demande pour des nouveaux produits. Je parlais tout à l'heure de la rayonne, mais il faut être prêt à le faire tout de suite parce que c'est pas nous qui le faisons. Il y en a d'autres qui vont le faire à notre place. Et de la même façon, vous savez, on peut donner des garanties de prêt à l'industrie forestière. On peut aussi prêter de l'argent à l'industrie forestière. C'est pas interdit par les accords internationaux de leur donner un coup de pouce à condition qu'on reste dans les taux prévus dans le marché. Il y a eu des décisions là-dessus qui ont été rendues par des tribunaux. Alors, pour nous, la forêt, effectivement, pour les régions du Québec, c'est majeur. C'est majeur pour Chaudière-Appalaches, c'est majeur pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour la Gaspésie, puis pour d'autres régions. Et on lâchera pas. C'est une industrie qui est porteuse, qui est d'avenir, mais il faut être capable de vivre la transformation, vivre la période charnière, si on veut, entre les deux. Et pour ça, il faut être prêt à investir massivement, puis il faut être prêt à investir dans plusieurs projets de toute nature. Merci, Mme Gosselin. Mme Gosselin, donc, cède maintenant la parole à M. Francis Laforesterie. Vous avez le dernier 2 minutes, M. Laforesterie, pour réagir là-dessus ou vous adresser à un adversaire, tout simplement. Ben, pour poursuivre dans cette lancée, l'industrie forestière, particulièrement dans les Hauts-de-Bellechasse, comment on y arrive pour pérenniser encore une fois des industries qui doivent survivre et progresser, innover? Ben, écoutez, il faut que vous fassiez encore une fois des liens de causalité en mettant une plateforme qui se rejoignent sur le plan économique et sur le plan local. Je m'explique rapidement. On revient sur les crédits d'impôt d'innovation et la productivité qu'on veut mettre en place, qui assurera un crédit d'impôt. Un autre exemple, un prolongement d'une mesure dont je vous faisais part tout à l'heure sur les actions accréditives. Il faut que vous regardiez ça d'une manière très globale, M. Blaney. Un parti
comme le Parti conservateur, a beaucoup de difficultés avec son saupoudrage. J'aimerais que vous me donniez une vue d'ensemble de vos priorités dans ce sens, c'est-à-dire comment envisager à moyen et à long terme une action là, concertée par un gouvernement conservateur qui, je le répète, a des actions ponctuelles à ce niveau. Il faut que vous ayez une projection à long terme, M. Blaney. Et c'est ça qui m'échappe quand vous me parlez de mesures. Lui posez-vous une question, M. Laforestier? Oui. Allez-y, Ben, écoutez, une réponse très claire. Pour moi, ce que je veux, c'est qu'on transforme le bois ici et qu'on lui donne sa valeur ajoutée dans toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'au produit final, plutôt que d'avoir présentement des offres meilleures pour faire en sorte qu'on prenne le bois brut et qu'on l'envoie en Chine. Mais pour cela, ça prend un programme de financement petites et moyennes entreprises stable et non pas une déduction aux grosses entreprises. Vous devez vous doter d'une marge de manœuvre financière pour pérenniser ces financements aux petites entreprises surplacées dans Bellechasse. Oui, mais on ne peut pas le faire en déduisant aux plus grosses entreprises qui ne sont pas présentes dans nos comtés et qui ne bénéficient pas au monde dans les régions. On pourra y revenir un peu plus tard. Tantôt, en conclusion, ça va mettre un terme à ce thème qui, naturellement, en est important, soit la forêt dans la région ici. On va s'arrêter pour une pause publicitaire. Au retour, nous aurons le thème de la dévie. Nous aurons les conclusions également. Alors, vous écoutez Débat Lévis-Bellechasse 2011, mesdames, messieurs. La pause et on revient. Le débat Lévis-Bellechasse 2011 est tenu grâce à la collaboration et à l'appui de Lemieux-Nollet, comptable agréé et syndic de faillite. Des comptables sur mesure pour maximiser le potentiel de votre entreprise et viser de nouveaux sommets. Pour plus d'informations, lemieunollet.ca. Restez bien branchés sur les ondes de Passion FM. Le débat Lévis-Bellechasse 2011 se poursuit après la pause. Allô tout le monde, ici Éric Gourde. Et Normand Poulain. Alors, je vous convie en semaine dès 6 heures pour l'émission Le Réveil. Je vous présente les meilleures entrevues avec les personnalités qui font la manchette. Une revue complète de l'actualité, sans compter la participation de collaborateurs chevronnés. Pour ma part, je vous présente les manchettes de l'actualité locale, régionale et nationale aux demi-heures, de même que le bulletin d'information aujourd'hui en Chaudière-Appalaches à 8 heures. Alors, Le Réveil du lundi au vendredi dès 6 heures sur les ondes de Passion FM. Je vous y convie. Quand les artistes sont de passage sur les ondes de Passion FM, ils nous parlent de plein de choses, comme l'humoriste Lise Dion qui nous rappelle les débuts de sa carrière. Je dirais que le premier show, ça a pris au moins 6 mois avant qu'il y ait des hommes dans ma salle. Au début, c'était juste des femmes. Les hommes pensaient que j'étais une féministe frustrée puis que j'haïssais les hommes, tu sais. Fait que, après ça, quand les hommes ont commencé à venir, ils ont bien vu que ils riaient avec moi et non pas d'eux autres, tu sais. Ça a monté petit à petit. Puis là, tu vois, dans mes salles maintenant, je peux dire qu'il y a au moins autant d'hommes que de femmes. Et comme la chanteuse Joanne Blouin qui nous parle de son premier nom d'artiste, Joey Sullivan. À ce moment-là, Joanne Blouin, Céline Dion n'avait pas encore été fait son passage. Donc, c'était un nom très francophone et tout ça. Et c'est la maison de disques qui m'a suggéré de changer mon nom. Ça se faisait beaucoup plus couramment avant. Aujourd'hui, on fait plus ça, là, mais c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là. Puis ayant des souches irlandaises, eh bien, Sullivan, c'est un nom irlandais. Et le chanteur Marc Dupré qui nous parle de comment c'est travailler avec Céline Dion. Ben moi, j'ai un lien de famille avec elle, évidemment, d'amitié, tout ça. Donc, mais au-delà de tout ça, c'est quand même de travailler avec Céline Dion, pareil. T'sais, même si la fin de semaine d'avant, on est allé souper toute la famille ensemble, puis on a fait des jokes, on a parlé de tout et de rien. Quand on arrive sur une scène avec elle, c'est un privilège incroyable. C'est un souvenir qui est impossible à effacer de notre mémoire. Ça dure longtemps. C'est un choc un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de chanteurs ou de chanteuses qui aimeraient être à ma place et je le comprends, puis je l'assume, mais je le prends tellement comme un cadeau. Voici un exemple des choses que l'on apprend quand on écoute Passion FM. Le débat Lévis-Bellechasse 2011 est tenu grâce à la collaboration et à l'appui de Lemieux-Nollet, comptable agréé et syndic de faillite. Des comptables sur mesure pour maximiser le potentiel de votre entreprise et viser de nouveaux sommets. Pour plus d'informations, lemieunollet.ca. De retour à Éric Gourde pour le débat Lévis-Bellechasse 2011 qui vous est présenté par votre station de radio, Passion FM.
À nouveau, bienvenue, mesdames et messieurs, sur Passion FM. Éric Gourde qui vous parle en compagnie de Normand Poulain et de nos 3 candidates et candidats à l'élection dans la circonscription de Lévis-Bellechasse, l'élection fédérale, naturellement, du 2 mai prochain. Je salue, en passant, peut-être des auditeurs qui nous écoutent dans les circonscriptions de Beauce et de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup. Alors, même ces gens-là peuvent en apprendre davantage sur la campagne en nous écoutant aujourd'hui. Et je salue les gens qui nous écoutent peut-être également via le web un peu partout sur la planète. Nous sommes rendus là. L'avenir du chantier Davy, c'est notre prochaine thématique et elle a fait déjà couler beaucoup d'encre dans la présente campagne électorale. L'arrivée dans le décor d'un acheteur reconnu dans le secteur de la construction navale, sérieux et compétent, oui, ravive tous les espoirs de relancer cette entreprise qui est dotée, rappelons-le, de la plus grande cale sèche au Canada. Et de plus, l'appel d'offres du gouvernement fédéral pour l'obtention de contrats évalués à 35 milliards de dollars pour les 30 prochaines années, ça représente une manne et de retombées économiques majeures pour toute la grande région du Québec si jamais Davy devait être éventuellement choisi. Alors, la question est la suivante, mesdames et messieurs. Que préconise votre parti pour assurer enfin un avenir durable pour le chantier maritime et ses quelques 1500 employés? Le premier à intervenir est M. Francis Laforesterie du Parti libéral du Canada. M. Laforesterie, allez-y. Concernant le chantier maritime Davy, je rappelle que le Parti libéral, en tout début de campagne, a été le premier à prendre une position claire, nette, précise, sur un point fondamental. On avait une date du 18 mai. Souvenez-vous de cette date de 18 mai qui est sortie de je ne sais trop d'où et qui faisait en sorte que le chantier maritime Davy devait se qualifier d'un point de vue financier à cette date limite. Vous savez qu'ils sont en négociation pour obtenir pour un rachat avec une compagnie italienne. Et pour avoir rencontré personnellement les dirigeants du chantier, ainsi que les responsables du syndicat pour me faire une idée précise et pour savoir de quoi on parlait, eh bien, on m'a dit qu'ils étaient sur le point d'aboutir et peut-être qu'ils respecteraient cette date du 18 mai. Mais au cas contraire, ça leur ferait en sorte de perdre la possibilité de soumissionner pour un contrat de plus de 30 milliards de dollars, alors que c'est le chantier, évidemment, le plus moderne, avec la plus grosse cale sèche. Et bizarrement, les conservateurs n'ont jamais voulu bouger sur cette date. Eh bien, nous, on était les premiers à parler d'une directive gouvernementale qui pourrait venir faire en sorte de prolonger cette date du 18 mai dans le contexte où les chantiers sont sur le point d'être rachetés et tout semble aller pour le mieux. Imaginez-vous si on ratait la date du 18 mai pour une question de rigidité d'un gouvernement actuel. Ben, moi, ça m'est apparu absurde, un peu scandaleux, parce qu'on parle de 1500 jobs, et puis quand même qualifiés, plus les emplois qui arrivent autour de ça, et les possibilités de développer des filières d'éducation pour pérenniser, en fait, un chantier qui est une perle pour le Québec, pour Lévis, pour Bellechasse en particulier, parce qu'il y a plein de monde autour qui travaille là-bas. Mais moi, je me demande comment se fait-il qu'un gouvernement conservateur a refusé Monsieur de faire Laforesterie, le 2 minutes est écoulé, malheureusement. Autour maintenant de la candidate du Bloc québécois, Mme Danielle Maud-Gosselin. Mme Gosselin, allez. Dans un premier temps, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour améliorer la productivité à la Davy quand il y a eu une relance autour de 2006-2007. Chantier, je le sais, avait eu une mauvaise réputation à certains égards, mais là, il y a eu une diminution, par exemple, de 31 corps d'emploi à 14 pour favoriser la polyvalence. Et ça, c'est une augmentation réelle, importante de la productivité. Le chantier a été modernisé à ce moment-là. Il est maintenant le plus grand et le plus moderne au Canada. Je rappelle aussi que pour obtenir ces contrats-là, on a un département de robotique au Cégep Lévis-Lauzon, parce que là, ce pas des barges à charbon qu'on va construire. Ce sont des navires de guerre et aussi des navires de la garde côtière canadienne, des brise-glaces de catégorie Grand Nord. Alors, on a tout ce qu'il faut pour arriver à faire quelque chose de très intéressant et juste le grand contrat, parce qu'il y a 3 contrats là-dedans, là, celui d'autour de 25 milliards, autour de 5 pour les plus petits navires et un contrat d'entretien. C'est 1500 emplois pour une trentaine d'années, 1 million de dollars par semaine de salaire. Alors, est-ce que à ce moment-là, on va, pour une question de jours, empêcher Davy de pouvoir soumissionner? Ça s'appelle de la discrimination systémique. Ça a l'air d'une mesure qui est neutre pour tout le monde, hein? Tout le monde à 50 jours, mais qui, dans les faits, défavorise
un seul des chantiers. Et nous, ce qu'on soupçonne fortement, c'est pour faire en sorte que le contrat aille à Halifax ou aille possiblement à Vancouver. Pour nous, on a le meilleur chantier et moi, je suis pas inquiète que si Davy est capable, puis il faudra pas que ce soit pour une question de jour, de soumissionner, il va être capable de se qualifier. Puis c'est l'assurance du Bloc québécois aussi qu'on va suivre toute cette chose-là, pas à pas, page par page des contrats pour s'assurer que Davy soit traité avec équité. Et c'est tout ce qu'on demande pour Davy, c'est l'équité. Voilà. Madame Gosselin, merci. Monsieur Blaney, à votre tour maintenant. Merci beaucoup, Monsieur Gourde. Alors, on vient de voir 2 exemples d'ingérence et d'interférence politique dans un processus d'appel d'offres indépendant. Je voudrais rappeler que le secrétariat de la stratégie nationale a déjà des mécanismes qui prévoient de la flexibilité, mais pour ce faire, l'interférence politique n'est absolument ni nécessaire ni souhaitable. On a d'ailleurs vu le chef libéral se faire rabrouer par un premier ministre et toutes les conséquences désastreuses que peuvent avoir des interférences politiques dans un processus d'appel d'offres. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque les libéraux étaient au pouvoir et qu'on avait des bloquistes ici dans la région, le chantier était à la dérive, tout comme la construction navale canadienne. Pourquoi aujourd'hui est-ce qu'on a un constructeur mondial, Fincantieri, qui débarque à Lévis avec près d'un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de dollars et des milliers d'employés? C'est parce que le gouvernement canadien a mis en place une stratégie navale canadienne et il a dit, nos bateaux, on va les faire construire ici au Canada. Et c'est pas 3, 5, c'est des dizaines de navires qu'on veut faire construire et c'est un programme ambitieux et complexe. Mais il y a une chose qui est extrêmement importante et que je veux rappeler aux gens qui nous écoutent ce soir, c'est lorsque Davy a connu des difficultés financières, qui a été là pour soutenir Davy et accorder des garanties de prêt aux clients du chantier naval? C'est le gouvernement de Stephen Harper, mon ministre lieutenant Paradis, le ministre Stockwell qui est venu ici à Lévis en décembre 2008 et qui a dit « On fait confiance à l'équipe de gestion ». Et ça, c'est un élément important. On gère l'argent des contribuables. Alors, il faut toujours garder en tête que lorsque on s'implique dans le dossier Davy, on gère l'argent des contribuables. Et je dois vous dire que depuis 5 ans, si ce n'avait pas été du gouvernement conservateur, on ne pourrait pas mettre la main sur un de ces contrats-là, un de ces lots-là. On parle de lots de l'ordre de 3 à 5 milliards de dollars environ pour des navires de grande capacité, des brise-glaces, des navires interarmés. Donc, c'est des contrats intéressants. Davy est bien positionné. Pourquoi? Parce qu'il y a un gouvernement conservateur. Monsieur Blaney, merci beaucoup. Monsieur Blaney, vous aurez l'occasion de compléter tantôt. Pour la réplique, maintenant, Monsieur Francis Laforesterie du Parti libéral. Monsieur Laforesterie, vous avez 2 minutes. Beaucoup de contradictions, Monsieur Blaney. Le 18 mai, vous savez ce que c'est une directive gouvernementale? Ah ben, c'est ce qu'on prendrait comme engagement. Une directive gouvernementale fera en sorte qu'une date du 18 mai, qui n'est pas un strict processus administratif, à ce que je sache, un gouvernement fédéral qui veut se doter de bateaux, que ce soit pour la garde côtière ou que ce soit pour la défense, c'est pas un processus administratif, c'est un processus politique. On le dit noir sur blanc, devant le chantier, en présence de M. Denis Coderre, qui, à ce que je sache, connaissent les termes d'un gouvernement, de la directive gouvernementale. Bien sûr qu'on peut la bouger, cette date, monsieur, sans être, faire du favoritisme pour les autres chantiers. Comment se fait-il que vous avez tenté de vous engager? Je sais que vous avez travaillé fort pour les chantiers pour les années auparavant. Bon, je vous le concède. Mais cette date que vous avez tenté de modifier, il y a 2 semaines de cela, c'était paru dans le journal Le Soleil. Et la journée même, vous ou votre attaché de presse a dû se rétracter, dire non, c'est un processus tout à fait administratif. On n'intervient pas pour donner des contrats de... Bon, il y a juste 30 milliards en jeu, M. Blaney. Et du même coup, est-ce que c'est une directive qui est arrivée, je parle dans votre parti, qui est arrivée du bureau du premier ministre, qui vous dit on ne peut pas faire. Ça dénote une marge de manœuvre très étroite pour votre part, comme parlementaire et puis comme intervenant ici dans Lévis-Bellechasse. Est très grande, comme je vous le dis. Non, je vous parle. Laissez-moi juste je ne vous ai pas posé une question. Ah bon, OK, vous êtes en commentaire, excusez-moi. Oui, bien sûr. Une marge de manœuvre à titre de parlementaire dans votre comté. Vous pouvez intervenir un peu si vous voulez. Vous avez peut-être 10 secondes, M. Blaney. Ben écoutez, mon discours est simple. Pas d'interférence politique dans un processus d'appel d'offres. C'est comme ça pour tous les achats gouvernementaux. C'est grave, c'est pas l'appel d'offres. Et c'est ce que c'est pas l'appel d'offres. C'est pas l'appel d'offres, c'est la qualification financière. C'est terminé, M. Laforesterie. Autour de Mme Gosselin.
Effectivement, M. Laforesterie a tout à fait raison, c'est la qualification financière. L'appel d'offres, lui, ils auront jusqu'au 7 juillet pour déposer une soumission comme telle. Et ça, à ce moment-là, je ne suis pas inquiète que si Davy est capable de soumissionner, il pourra produire une soumission très intéressante considérant les qualités dont j'ai parlé tout à l'heure pour le chantier et pour la qualité du personnel maintenant. Et c'est pour ça que je répète que c'est de la discrimination systémique. Ça a l'air neutre, mais dans les faits, ça s'applique uniquement à discréditer la Davy. Et à cet égard-là, en termes justement d'emplois qu'on va créer, et puis enfin, on pourrait avoir du retour sur l'investissement parce qu'effectivement, les gouvernements ont investi fortement dans la Davy. Je voudrais rappeler aussi, malgré tout, que le Québec a rationalisé tous ses chantiers maritimes parce qu'on a fermé la Vickers à Montréal, on a fermé Marine Industries à Sorel, on a fermé le petit chantier à Lévis pour garder uniquement le chantier Davy. Pendant ce temps-là, dans d'autres provinces canadiennes, on a ouvert, par exemple, un chantier à Terre-Neuve plutôt que de continuer dans la rationalisation qui était nécessaire de nos chantiers maritimes. Et maintenant, il faut absolument qu'on respecte la Davy et qu'elle puisse avoir le droit de soumissionner vraiment comme les autres. Il faut qu'on rentre dans notre argent. Puis je vous rappelle ce que c'est en termes d'emploi et ça va lui permettre d'être relancé. Il y a des bateaux, des prototypes, des navires qui pourraient être produits par la Davy. Il y a 3 traversiers qui seront commandés bientôt par le gouvernement du Québec, mais pour ça, il faut qu'elle soit sur ses rails et il faut qu'elle puisse participer effectivement à la reconstruction des navires. Alors, M. Blénier nous parle de la stratégie nationale, c'est bien, mais de toute façon, je pense que n'importe quel gouvernement l'aurait fait. Moi, jusqu'à récemment, je prenais le traversier tous les jours, je passais à côté des bateaux de la garde côtière canadienne. Il est temps qu'on fasse quelque chose, parce qu'ils sont vieux, ils sont anciens, et il était temps qu'on s'en occupe. Je pense que n'importe quel gouvernement responsable aurait décidé de moderniser sa flotte. M. Blénier, c'est votre 2 minutes. Ben, écoutez, je suis très fier de ce que j'ai pu accomplir pour le chantier depuis 5 ans. Je suis content que vous le reconnaissiez et c'est clair que j'ai l'intention de continuer dans la même direction. Maintenant, on ne peut pas s'immiscer dans des processus d'appel d'offres et je vous rappelle que sans interférence politique, le secrétariat de la stratégie nationale a accordé une prolongation de 2 mois, faisant passer la date de mai à juillet pour la date finale du dépôt des propositions. La direction actuelle et également les Italiens sont confiants de rencontrer les échéances. Mais ce qui est important, c'est que le processus soit indépendant. Si Davy se qualifie, et je suis conscient qu'ils vont le faire, c'est parce qu'ils sont les meilleurs et qu'ils ont la meilleure proposition. Alors moi, je dois vous dire que du côté du chantier Davy, on a une main-d'œuvre qualifiée et il va avoir besoin de combler également des besoins en main-d'œuvre, éventuellement si le chantier repart. Et ce qui est important de s'assurer aussi, c'est qu'on a un chantier qui fonctionne de manière stable pour ne pas connaître les pointes, les cycles d'embauche et des embauches, pour ne pas déstabiliser le secteur manufacturier de Bellechasse et les Aides-Chemins, parce que ça crée un appel important chez nos entreprises manufacturières. Alors, c'est la raison pour laquelle il est important qu'on ait un chantier qui fonctionne sur une base stable. Et les libéraux là-dessus et la défense ne font pas bon ménage. On a vu récemment, avant même qu'on arrive au pouvoir, ils nous avaient engagés dans un processus d'avion militaire, un processus qui est demandé par l'industrie aérospatiale, par les gens de Montréal, par tous les gens qui sont dans le domaine manufacturier. Vous voulez le renier. Il y avait des contrats d'hélicoptères, vous les avez reniés, ça a coûté des centaines de millions de dollars. Et les bloquistes, bien, comme d'habitude, parlent, jase, mais pas de résultat. Écoutez, depuis 5 ans, c'est clair, avec les conservateurs, le chantier est sur la bonne voie. J'ai l'intention de garder le cap sur la même direction. Merci. Parfait. Merci, M. Blénier. Alors, chaque candidat dispose maintenant, déjà, de 2 minutes pour s'adresser à la population et le tirage au sort a déterminé pour conclure en premier M. Stephen Blénier du Parti conservateur. M. Blénier, 2 minutes en conclusion. Je veux remercier les gens de Lévis-Bellechasse pour les 5 années extraordinaires que je viens de passer comme représentant des gens. Je suis très fier de me lever, d'avoir vécu une période difficile, la pire crise économique, et d'avoir pu soutenir nos entreprises manufacturières. Au cours des dernières semaines, je fais des visites et je vois que le sourire revient et c'est important de continuer dans la même direction. Je veux m'engager ce soir envers les plus démunis de la société, nos aînés, en versant 600 $ par personne par année pour bonifier le supplément de revenu garanti. Et je veux vous inviter également à m'appuyer pour continuer à soutenir notre secteur forestier et manufacturier. Et je vous invite à m'appuyer le 2 mai. Je vous invite à voter Stephen Blénier pour garder le cap sur la prospérité durable dans Lévis-Bellechasse et les Aides-Chemins. Merci. À votre tour, Mme Danielle Maud Gosselin du Bloc québécois. Mme Gosselin.
Alors, il y a des sujets qu'il faute de temps, on n'a pas pu aborder ce soir. Si on parle des personnes aînées, moi, je voudrais juste vous dire que la mesure qui est proposée par le gouvernement conservateur, c'est une bien petite chose. Nous, on voudrait davantage que ce soit un 110 $ par mois qu'on verse en supplément de revenu garanti supplémentaire et qu'on permette aux personnes, lorsqu'elles perdent un conjoint, une conjointe, de maintenir la prestation pour les deux pendant une période de 6 mois pour permettre aux gens, de façon humaine, de traverser la période difficile. On veut améliorer le régime d'assurance-emploi parce que 55 %, c'est pas grand-chose. Puis le nombre de semaines de prestations, c'est pas suffisant. Puis pendant le délai de carence, vous savez, là, faut manger puis il faut payer notre loyer pareil. Alors, et pour les femmes, les mesures du gouvernement conservateur, on a coupé dans les subventions aux groupes de femmes. On sent toujours des espèces de menaces plus ou moins larvées sur la question de l'interruption volontaire de grossesse. À cet égard-là, moi, ce que je demande aux gens ce soir, là, si on ne veut pas d'un gouvernement conservateur, si on veut majoritaire, si on préfère qu'on mette de l'argent sur les personnes plutôt que dans des avions qu'on ne sait pas trop s'ils ont des moteurs ou pas, là, au moment où on se parle, à ce moment-là, moi, je pense que seul le Bloc québécois est capable de faire barrage au Québec, dans les autres provinces et autre chose, à un gouvernement conservateur majoritaire. Et c'est pour ça que j'invite les gens qui ont à cœur qu'on s'occupe davantage des personnes, qu'on prenne soin de nos jeunes, qu'on prenne soin de l'ensemble des personnes et de notre société, de voter pour le Bloc québécois, de faire un vote stratégique pour s'assurer que ce soit les personnes d'abord. Plus pour les personnes, moins pour les prisons, moins pour les avions. Madame Gosselin, merci beaucoup. Et pour conclure, du Parti libéral du Canada, M. Francis Laforesterie, vous avez 2 minutes, M. Laforesterie. Allez-y. Je crois que les libéraux ont un programme, oui, qui se démarque du gouvernement conservateur. Et c'est ça qu'il faut noter. D'abord, nous sommes axés sur la famille. Vraiment axés sur les régions parce qu'on a des chiffres et des politiques claires en ce sens. Je veux dire, encore une fois, je reviens au saupoudrage. C'est différent d'avoir des mesures aléatoires, des mesures temporaires, mais des projections à court, moyen et long terme. C'est ça qui fait la viabilité d'une politique et d'une vraie politique. Pour revenir aux propos de mon collègue conservateur concernant les avions de chasse initialement initiés par les libéraux, je vous rappelle qu'on a actuellement un projet d'avion qui coûterait 35 milliards de dollars, des avions de défense, sans qu'il y ait un contrat signé, sans que les prix soient fixés. Et ce prix a été élaboré par des experts indépendants, et non pas par nous. Mais ça me paraît extrêmement grave de laisser un tel contrat, enfin, un non-contrat d'avion, alors qu'on aurait pu aller en soumission. Je veux dire, c'est ça la différence d'un gouvernement qui agit de manière ponctuelle ou peut-être pour des intérêts quelconques, des intérêts privés. Au même titre, M. Blaney, que le chantier maritime. C'est pas normal que vous ne reconnaissiez pas le fait qu'une directive gouvernementale, c'est tout à fait légitime dans une date butoir telle que le 18 mai. Moi, ça me paraît hallucinant, compte tenu des enjeux majeurs, des enjeux stratégiques, qui sont des enjeux gouvernementaux. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Responsable gouvernemental ou irresponsabilité gouvernementale? Dans ce cas-ci, moi, je trouve que c'est l'irresponsabilité gouvernementale de ne pas aller au bout d'un processus et de ne pas assumer ses responsabilités politiques. Monsieur Laforesterie, je me dois de vous interrompre. Malheureusement, votre 2 minutes est déjà passée et le temps nous est compté également. Alors, mesdames, messieurs, je vous remercie d'avoir été là. Alors, avant de conclure ce débat, j'aimerais remercier de façon particulière la firme Lemieux-Nollet Comptable Agréé et Syndic de faillite qui est partenaire de cette émission. Je tiens à remercier Frédéric Gagnon également pour le soutien technique et la mise en onde. Mon collègue Normand Poulain également pour la recherche et la réalisation. Il a passé quelques heures sup cette semaine à préparer tout ça. Nos invités également, merci de vous être déplacés. M. Stephen Blaney du Parti conservateur. Merci beaucoup. Mme Danielle Maud-Gosselin du Bloc québécois. Merci, madame. Merci à vous. Et M. Francis Laforesterie du Parti libéral du Canada. Merci, monsieur, encore. Merci à vous tous. Alors, chers candidates et candidats, je vous remercie de votre participation. Je pense qu'on a réussi à éclairer davantage les gens sur le contenu des différents programmes. On espère, nous, mesdames, messieurs, que ces échanges auront permis de vous éclairer davantage dans votre choix lorsque vous exercerez votre devoir de citoyen, soit le lundi 2 mai prochain ou encore vendredi, samedi et lundi
voter lors des votes par anticipation. Alors, merci, mesdames, messieurs, d'avoir été là et à une prochaine. Le débat Lévis-Bellechasse 2011 vous était présenté par votre station de radio Passion FM. Espérons que les échanges ont pu vous éclairer dans votre choix. Votre vote est attendu le 2 mai prochain. Le débat Lévis-Bellechasse 2011 est tenu grâce à la collaboration et à l'appui de Lemieux Nollet, comptable agréé et syndic de faillite. Des comptables sur mesure pour maximiser le potentiel de votre entreprise et viser de nouveaux sommets. Pour plus d'informations, lemieunollet.ca.